Salut et bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée aux fondamentaux de l'algorithmique. Cette série de vidéos consacrée aux organigrammes sera découpée en trois parties. La première partie va concerner la découverte des organigrammes. Nous allons en savoir plus sur les organigrammes avec une vidéo intitulée un peu plus loin. Et la troisième partie, nous aborderons les logiciels de conception des organigrammes. La première partie sur la découverte des organigrammes aura abordé les sujets comme les organigrammes, ce que c'est que les organigrammes, la structure et les instructions, les entrées et sorties. Lorsque vous écrivez un programme, surtout s'il est complexe, il est toujours bon de savoir comment va se dérouler son exécution avant de commencer à programmer. C'est essentiel, c'est d'ailleurs essentiel pour plusieurs raisons. La détection et le traitement des erreurs, les structures de contrôle entraînant de longues conséquences sur votre programme et l'organisation des tâches pendant la création d'un programme en équipe. Eh bien, c'est pour cela que nous devons trouver des moyens pour modéliser toutes ces actions. Il existe plusieurs moyens, mais celui qui est le plus utilisé, c'est l'organigramme de programmation. Avec les organigrammes, vous pouvez créer les schémas structurant votre algorithme. Alors, quelle est l'utilité des organigrammes? D'abord, la détection des erreurs. Imaginez que vous codiez un programme permettant d'utiliser des distributeurs automatiques avec des cartes bancaires. Avant de vous lancer dans la création d'un tel programme, vous allez devoir réfléchir car imaginez que vous vous trompiez. Les conséquences pourraient être désastreuses. Surtout en matière d'argent, l'erreur n'est pas permise. La création d'un organigramme permet de représenter l'exécution du programme en cherchant toutes les erreurs qui pourront survenir. L'autre utilité, ce sont les structures de contrôle complexes. Un autre exemple que je peux donner, c'est imaginez que vous écrivez un programme plus simple, enfin une calculatrice. La calculatrice va faire différents types de calculs selon ce qu'on lui a demandé. On va utiliser donc des structures de contrôle conditionnel. Jusque là, ça va. Imaginez maintenant d'instaurer un système permettant de faire plusieurs calculs à la suite comme 45 plus 17 fois 73 moins 21. Vous n'allez quand même pas pouvoir les faire dans n'importe quel ordre. Les règles de calcul sont importantes. Nous commençons par effectuer la multiplication, ainsi puis l'addition, et viendra la soustraction. Vous allez devoir utiliser des structures de contrôle conditionnel complexes, mais aussi utiliser les boucles pour enchaîner les différents calculs. Vous devriez mieux dans ces cas-là tout mettre à plat et réfléchir avant de coder. Dans notre cas qui illustre le côté organisation, imaginez que vous faites un jeu vidéo complet en 3D et tout le bazar qui va avec. Imaginez maintenant que ce jeu inclut des parties multijoueurs, fonctionnant bien sûr avec le réseau. Vous allez devoir traiter les informations et les envoyer sur le réseau, sans doute sur un serveur. Étant donné que c'est un jeu complexe, vous décidez d'avoir une équipe et tout le monde est présent. Vous êtes 3 développeurs et vous organisez les tâches. L'un fait le réseau, l'autre fait le système de jeu de base, c'est-à-dire les collisions, les mouvements de personnages, etc. Le dernier inclut tous les modèles. Voyons voir comment ça va marcher tout ça. L'un inclut tous les modèles, bien sûr, et une fois qu'ils seront présents, l'autre fait son job. Et enfin, une fois que l'autre a inclus toutes les fonctions et méthodes, l'autre fait le réseau. Vous ne voyez pas le problème? Vous êtes très mal organisé. Il faut que l'un ait fini pour que l'autre puisse finir son job. Pour mieux se répartir les tâches, il faut mettre tout sur un schéma et regarder comment ils peuvent être indépendants et à la fin juste rassembler les bouts. Ce sont les principales raisons pour faire un organigramme. Dès que vous sentez que votre programme est complexe ou que vous êtes plusieurs sur un projet, faites un organigramme de programmation. Cela vous facilitera beaucoup la tâche. Maintenant, le tutoriel va utiliser la norme ISO 5807. Et si vous suivez mes instructions, vos schémas vont la respecter. Alors, une question que vous devez vous poser, c'est pourquoi existe-t-il une norme
Une norme en fait est le meilleur moyen pour un système quelconque d'être normalisé. Le réel avantage qu'apporte une norme est la compréhension par tous. Imaginez par exemple un schéma représentant un circuit électrique. Si vous avez des bases en électricité, vous comprendrez tous la même chose, car ce schéma est normalisé. Maintenant, remplacez le générateur par un rectangle et les dipôles ohmiques par des cercles. Vous comprendrez votre schéma bien sûr, mais les autres non. Autre information avant d'aller à la rubrique suivante, c'est que le premier rôle d'un organigramme est de représenter un algorithme en fait. Et comme tout algorithme, il y a un début et une fin. C'est pareil en informatique, et plus particulièrement en programmation. Un programme débute par son appel à l'exécution et se termine par sa fermeture. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait un début et une fin. Voici donc un organigramme normalisé très simple. Quand vous aurez appris comment ça fonctionne, vous comprendrez ceci. Découvrons maintenant comment mettre en place un organigramme. La première question qui vient à l'esprit est où mettre les figures et comment les représenter. Nos figures ne se mettent pas n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Nous devons avoir un algorithme correct et structuré. Tout d'abord, on le sait déjà, il faut placer toutes nos formes entre le début et la fin, représentée par des rectangles arrondis sur les coins. Information très importante, un algorithme est correct s'il commence par un rectangle arrondi début et finit par un rectangle arrondi fin. Il ne peut pas avoir deux débuts dans le même algorithme, mais il peut avoir plusieurs fins, dans le cas d'un bug entraînant la fin d'un programme par exemple. Maintenant, essayons de voir quelles sont justement les figures qui peuvent exister dans un organigramme. Nous avons les instructions. Comme vous devez le savoir, un programme n'est qu'une suite d'instructions. Ces instructions permettent de réaliser différents traitements comme des calculs, des comparaisons, etc. Une instruction se représente par un rectangle simple. Comme vous le voyez à l'écran, pour illustrer une instruction, nous allons représenter un rectangle simple avec une instruction là-dedans pour préciser ce que c'est que l'instruction. Ensuite, nous avons les liaisons qui relient nos figures entre elles, bien sûr. En général, nous plaçons des flèches dans le sens de l'exécution du programme pour permettre en effet de bien voir le déroulement de l'algorithme en question et ainsi se repérer facilement. Exemple, prenez l'organigramme suivant. C'est un bout d'organigramme, donc vous ne pouvez pas voir le début et la fin de l'algorithme. Abordons la dernière partie qui va consacrer les entrées et les sorties. Dans vos organigrammes, il faut aussi mettre les entrées et les sorties. En premier lieu, la figure est utilisée pour illustrer les entrées et les sorties d'un parallélogramme classique. Grâce à lui, nous pouvons repérer et modéliser les entrées, les sorties, les lectures et les écritures dans les fichiers ou des bases de données par exemple. C'est vraiment très simple. La seule chose qui change avec les instructions classiques est sa forme. Un petit exemple pour la route. Il est important de mettre si c'est une impression, un affichage ou bien une entrée. Alors pour ce schéma, pour cet organigramme, j'ai instauré deux types de flèches pour faciliter votre compréhension. Analysons ce schéma. Quand vous faites subir 1000 services à votre manette, l'information part de la manette puis se dirige vers l'ordinateur. Pour simplifier, du coup nous mettons de préférence une flèche de la manette vers l'entrée, comme vous pouvez le voir sur le schéma devant vous.
Au contraire, quand vous faites une sortie par exemple, pour une impression, l'information part de votre ordinateur vers votre imprimante. Donc nous mettons une flèche de la source de la sortie vers l'imprimante. Encore une fois, comme sur le schéma devant vous. En général, les périphériques d'entrée sont placés à gauche et les périphériques de sortie sont placés à droite. Alors voici un schéma pour retenir un peu tout ça. C'est une image qui a été prise sur Icon Finder. Nous allons achever cette vidéo sur un mini TP. Un TP, c'est un travail pratique. Voici le cahier des charges. Quand nous apprenons à programmer, nous sommes souvent confrontés à un programme très simple qui consiste à avoir une variable ou un objet selon le langage de type chaîne de caractères et demander à l'utilisateur à rentrer son nom et de l'afficher. C'est un programme très simple à modéliser où je ne vais vous donner qu'un exemple d'exécution pour bien que vous pensiez à tout. Vous voyez bien un exemple d'exécution en console où on vous demande d'entrer votre nom, vous mettez votre nom et il y a un affichage, votre nom est le nom que vous avez mis. Dans mon cas, c'est Aaron Stone et vous avez votre nom est Aaron Stone. Pour ceux qui attendent la correction, rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Si vous avez des questions ou des informations supplémentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires sur notre chaîne YouTube. Merci.